Encore un temps à pas mettre un chat dehors. Pas vrai, Nitro? T'aimes pas la pluie, hein? Elle préfère les capsules de déconfinés. Alors reste avec moi, je vais t'expliquer. Pourquoi les chats n'aiment pas l'eau? Le chat est une espèce originaire du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, des régions très arides où les points d'eau sont extrêmement rares. Des régions très arides. Le terme aride signifie d'une extrême sécheresse, un endroit où il y a peu ou pas d'eau. En d'autres mots, il aurait également pu dire des régions où il n'y a pas d'eau. Hormis pour boire, le chat a donc su se passer d'eau. Hormis pour boire, le chat a donc su se passer d'eau. Le mot hormis signifie à l'exception de ou sauf. Et l'expression se passer d'eau signifie ne pas avoir besoin d'eau ou vivre sans utiliser d'eau. En d'autres mots, à l'exception de boire, le chat n'a pas eu besoin d'eau. À l'origine, c'est un milieu qu'il ne connaît pas, d'où sa grande méfiance quand il s'en approche ou quand il pleut. Alors qu'en fait, l'eau ne présente aucun danger pour les chats. D'ailleurs, ils savent tous nager. D'autres félins originaires de régions tropicales, le jaguar ou le tigre, n'éprouvent quant à eux aucune appréhension. Ils n'éprouvent aucune appréhension. Le verbe éprouver signifie ressentir ou avoir sentiment. Et l'appréhension est un sentiment d'inquiétude ou de peur. C'est comme une forme de crainte que quelque chose de désagréable ou de dangereux pourrait se produire. En d'autres mots, ils ne ressentent aucune peur. Ils se baignent et chassent volontiers dans les rivières. Ils se baignent et chassent volontiers dans les rivières. Le verbe se baigner signifie nager ou simplement aller dans l'eau pour le plaisir ou pour se laver. Et le mot volontiers signifie avec plaisir ou sans hésitation. En d'autres mots, il aurait également pu dire ils vont dans l'eau et chassent dans les rivières avec plaisir et sans hésitation. Tenez, il y a même des chats qui adorent l'eau. Le Maine Coon, par exemple, ou bien le Turc de Van, celui-ci précisément parce qu'il est originaire des rives du lac de Van, à l'est de la Turquie, et qu'il a donc toujours vécu au contact de l'eau. Quel mot signifie avoir un sentiment d'inquiétude ou de peur? Quel verbe signifie aller dans l'eau pour le plaisir? C'est quoi une région aride? Quel mot signifiant sans hésitation manque-t-il dans cette phrase? Bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou. Ça vous rappelle quelque chose? Ces 7 mots en OU sont des exceptions. Au pluriel, ils ne prennent pas un S, comme les autres mots en OU, mais un X. Je sais, le français est une langue compliquée, pleine d'exceptions, qui nous pourrissent un peu la vie. Des exceptions
qui nous pourrissent un peu la vie. Lorsqu'on dit qu'une chose nous pourrit la vie, ça veut simplement dire que cette chose nous crée des problèmes et rend notre vie plus difficile. En d'autres mots, on pourrait également dire des exceptions qui rendent notre vie plus difficile. À croire que c'est fait exprès, pour qu'on a de mauvaises notes en dictée. Pas du tout, ça s'explique. Revenons à nos mots en ou. Pour les mémoriser, mon prof de français, le vôtre aussi sans doute, nous avait soufflé un petit truc assez pratique. Mon prof nous avait soufflé un petit truc assez pratique. Dans ce contexte, l'expression « souffler un truc » signifie dire une petite astuce pour mieux retenir quelque chose. En d'autres mots, mon prof nous avait donné une petite astuce assez pratique. Une petite phrase, vous l'avez peut-être encore en mémoire, ça faisait « Viens mon chou, mon bijou, sur mes genoux, prends ce caillou pour joujou et jette-le sur ce hibou plein de poux ». La leçon n'allait pas plus loin, on nous expliquait rarement pourquoi ces mots prenaient un X au pluriel. On nous explique rarement pourquoi ces mots prenaient un X au pluriel. Dans cette phrase, le mot « rarement » est un adverbe qui indique la fréquence avec laquelle quelque chose se produit. Dans ce contexte, il signifie que cela ne se produit pas souvent. En d'autres mots, on ne nous explique pas souvent pourquoi ces mots prenaient un X au pluriel. Mais bon, vous me connaissez un peu, je suis d'un naturel curieux, alors j'ai posé la question à mon prof, et comme c'était une super prof, elle nous a donné la réponse. Il se trouve qu'à l'origine, chou, hibou, caillou et les autres prenaient un S au pluriel comme tous les autres mots en ou. C'est au Moyen-Âge que ça change. À cette époque, l'imprimerie n'existe pas encore. Ce sont des moines qui se chargent de recopier les textes à la main sur des grimoires. Ils recopiaient les textes sur des grimoires. Un grimoire, c'est un livre, souvent ancien, qui contient des instructions, des formules ou des recettes. C'est fastidieux, surtout quand il s'agit de gros ouvrages. C'est fastidieux, surtout quand il s'agit de gros ouvrages. Dans cette phrase, le mot fastidieux signifie ennuyeux et demandant beaucoup de travail ou d'effort. Ainsi, l'expression « c'est fastidieux » indique que quelque chose est difficile à faire. Et un ouvrage, c'est un livre de grande taille ou un livre traitant de sujets complexes ou importants. En d'autres mots, on pourrait également dire « c'est ennuyeux », surtout quand il s'agit de gros livres. Alors pour gagner du temps et éviter d'avoir trop mal au poignet, les ecclésiastiques trouvent une parade. Pour gagner du temps, ils trouvent une parade. Dans ce contexte, lorsqu'on dit qu'ils trouvent une parade, ça signifie qu'ils trouvent une solution ingénieuse ou un moyen de contourner le problème. En d'autres mots, pour gagner du temps, ils trouvent une solution ingénieuse. Ils utilisent des abréviations. Pour certains mots se terminant par U et S au pluriel, ils se servent d'une abréviation latine, le US, ça fait Là, il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe. L'expression « il y a un truc qui m'échappe » signifie qu'il y a quelque chose que la personne ne comprend pas. Cette expression est souvent utilisée lorsqu'on rencontre une difficulté à comprendre quelque chose, que ce soit une idée, une explication ou une situation.
En d'autres mots, il aurait simplement pu dire « il y a un truc que je ne comprends pas ». Hibou au pluriel, par exemple, devient hibou, écrit de cette manière. Mais regardez bien, ce symbole que l'on appelle esperluette ressemble un peu à un X. Cette similitude va induire les moines en erreur. Cette similitude va induire les moines en erreur. Dans cette phrase, le mot similitude fait référence à une ressemblance entre deux choses. Et l'expression induire en erreur signifie amener une personne à commettre une erreur. En d'autres mots, il aurait également pu dire cette ressemblance va amener les moines à commettre une erreur. Certains vont involontairement troquer le esperluette au profit du X. Pour une raison inconnue, la faute ne portera que sur 7 mots, nos fameux bijoux, cailloux, choux, etc. Et c'est ainsi que hibou, écrit de cette manière, devient ibox, caillou, caillox. Certains vont involontairement troquer le esperluette. Le verbe troquer signifie échanger une chose contre une autre. En d'autres mots, certains vont involontairement échanger le esperluette. Sauf que pour garder le son ou de hibou au singulier, eh bien, on décide finalement de remettre le U entre le O et le X. Et voilà comment on obtient le pluriel hibou avec un X. Et puis, avec le temps, eh bien, c'est cette orthographe qui est entrée dans les dictionnaires. Bon, les jours de dictée, il n'y a pas qu'avec les mots se terminant en OU qu'on s'arrachait les cheveux. On s'arrachait les cheveux. L'expression « s'arracher les cheveux » signifie être extrêmement frustré, agacé ou désespéré par quelque chose. En d'autres mots, les jours de dictée étaient particulièrement difficiles. Pneu et bleu, par exemple, sont les deux seuls mots se terminant par E, U qui prennent un S au pluriel et non pas un X comme les autres. Je vais vous faire un aveu. Je vais vous faire un aveu. Un aveu, c'est une confession ou une révélation. Lorsqu'on dit « je vais vous faire un aveu », cela signifie qu'il va partager quelque chose d'intime, de personnel ou de secret avec vous. En 6e, je n'étais pas le premier en dictée, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. D'abord, un peu d'histoire. L'idée que la Terre est ronde n'est pas nouvelle. Le mathématicien grec Pythagore, celui du théorème, le supposait déjà 5 siècles avant Jésus-Christ, sans toutefois être en mesure de le prouver. Il le supposait sans être en mesure de le prouver. Le verbe « supposer » signifie avoir une opinion sur quelque chose. On peut également dire penser ou croire quelque chose. Dans ce contexte, ça signifie que Pythagore avait envisagé la possibilité que la Terre soit ronde, mais il n'était pas en mesure de le prouver. L'expression « être en mesure de faire quelque chose » signifie simplement être capable de faire quelque chose. En d'autres mots, il le pensait sans être capable de le prouver. Deux autres Grecs, Aristote puis Ératosthène, parviendront finalement à le démontrer plus de 3 siècles avant notre ère. Deux autres Grecs parviendront finalement à le démontrer. Dans ce contexte, le verbe « parvenir » signifie réussir quelque chose. Et le verbe « démontrer » signifie présenter des preuves pour expliquer quelque chose.
Dans ce cas, ils vont présenter des preuves sur le fait que la Terre est ronde. En d'autres mots, il aurait également pu dire « Deux autres Grecs réussiront finalement à présenter les preuves que la Terre est ronde. » Pour le prouver, ce dernier, Ératosthène, a eu l'idée de planter deux bâtons à des endroits très éloignés, l'un plus au nord que l'autre. Puis il a mesuré leur ombre projetée à la même heure. Si la Terre avait été plate, ces ombres auraient été strictement identiques. Si la Terre avait été plate, ces ombres auraient été strictement identiques. Lorsqu'on dit strictement identique, ça signifie que deux éléments sont exactement les mêmes. En d'autres mots, si la Terre avait été plate, ces ombres auraient été exactement les mêmes. Or, ce n'est pas le cas. Celle plus au nord était plus longue. Ce phénomène ne peut s'expliquer que par la rotondité de la Terre. Ce phénomène ne peut s'expliquer que par la rotondité de la Terre. Le terme rotondité signifie qu'une chose est de forme ronde ou sphérique. Dans ce cas, on parle de la forme de la Terre. En d'autres mots, ce phénomène ne peut s'expliquer que par la forme ronde de la Terre. Et pourtant, aujourd'hui encore, certains sont persuadés que la Terre est plate et qu'on leur ment. Certains sont persuadés que la Terre est plate. Être persuadé signifie être convaincu de quelque chose. Dans ce contexte, cela signifie que certaines personnes croient fermement que la Terre est plate. En d'autres mots, il aurait également pu dire « Certains sont sûrs que la Terre est plate ». Tenez, en 2020, un certain Mike Hughes a perdu la vie en voulant en apporter la preuve. Il a péri aux commandes d'une fusée qu'il avait construite dans son garage. Il a péri aux commandes d'une fusée. Le verbe périr signifie mourir d'une manière tragique. En d'autres mots, il a perdu la vie tragiquement aux commandes d'une fusée. Il voulait prendre des photos de la Terre à 1500 mètres d'altitude pour démontrer qu'elle était parfaitement plate. Bon, heureusement, la plupart des platistes, c'est le nom qu'on leur donne, sont plus terre à terre. Et attention, une fois sur les lieux, on ne va pas faire n'importe quoi. Chaque véhicule a une place bien déterminée. Chaque véhicule a une place bien déterminée. Une place bien déterminée, ça veut simplement dire une place précise. Donc, il aurait également pu dire chaque véhicule a une place précise. Le camion citerne, dans un premier temps, lui, il se place sur le côté. Il transporte de l'eau, il va pouvoir intervenir immédiatement sur les flammes. La grande échelle et le camion pompe. Le camion citerne, la grande échelle et le camion pompe. Comme on peut le voir, il existe 3 sortes de camions de pompiers et chaque camion porte un nom. Il y a le camion citerne qui est utilisé pour transporter une grande quantité d'eau, la grande échelle qui, comme son nom l'indique, est munie d'une grande échelle afin de permettre aux pompiers de travailler sur les hauteurs, et le camion pompe qui va permettre aux pompiers de se brancher sur une bouche d'incendie afin d'avoir accès à l'eau en illimité. La grande échelle
devant l'immeuble en flammes. Avec sa grande échelle, eh ben justement, il va pouvoir accéder aux étages. Et puis le camion-pompe, lui, il se branche sur la bouche d'incendie. Il va prendre le relais du camion-citerne. Il va prendre le relais du camion-citerne. Lorsqu'on dit prendre le relais, ça signifie qu'on va continuer une action qu'une autre personne a démarrée. Dans ce cas, ça veut dire que lorsque le camion-pompe est branché à la bouche d'incendie, il va continuer la mission du camion-citerne, car celui-ci ne dispose pas d'eau en illimité. Il aurait également pu dire « il va continuer l'action du camion-citerne ». Maintenant, mes véhicules sont en place, ils ne gênent personne. Mon ambulance peut intervenir s'il y a des blessés. Il ne gêne personne. Ici, le verbe gêner signifie qu'on va déranger quelqu'un, dans le sens où on va prendre trop de place. En d'autres mots, il aurait pu dire « il ne dérange personne ». Ben oui, parce que le feu, ça ne prend pas par hasard. Pour qu'il prenne, il faut plusieurs éléments. Pour qu'il prenne, il faut plusieurs éléments. Dans ce contexte, le verbe prendre signifie commencer à brûler, s'allumer. Et le pronom il désigne le feu. En d'autres mots, il aurait pu dire pour que le feu s'allume, il faut plusieurs éléments. Il faut une source de chaleur, un combustible et de l'air. C'est ce que les pompiers ont baptisé le triangle du feu. Tadadam! Il faut une source de chaleur, un combustible et de l'air. Une source de chaleur, c'est un élément qui produit de la chaleur. Et un combustible, c'est simplement une matière qui brûle. Ça peut être un gaz, un liquide ou un solide, comme le papier, le carton, le bois et bien d'autres. En d'autres mots, il faut un élément qui produit de la chaleur, une matière qui brûle et de l'air. Les pompiers l'ont baptisé le triangle du feu. Le verbe baptiser signifie qu'on va donner un nom particulier à quelque chose. Dans ce cas, on aurait également pu dire les pompiers l'ont nommé le triangle du feu. La source de chaleur va venir faire monter la température du combustible et à un moment, ça va prendre feu. Tous les combustibles ne prennent pas la même température. Le bois, par exemple, lui, il prend à 500 degrés. Le nylon, il prend à 430 degrés. Et puis la laine, c'est 250 degrés. Si j'interviens sur l'un de ces trois éléments, ou bien je peux commencer à maîtriser l'incendie, ou bien je peux l'activer. Je peux commencer à maîtriser l'incendie, ou bien je peux l'activer. Dans ce contexte, le verbe maîtriser signifie prendre le contrôle de quelque chose. Dans ce cas, on parle de l'incendie. Lorsqu'on dit « je peux commencer à maîtriser l'incendie », cela implique que la personne est capable de prendre des mesures pour contenir, contrôler et éventuellement éteindre le feu. Et le verbe activer, dans ce contexte, signifie démarrer. En d'autres mots, il aurait également pu dire « je peux commencer à prendre le contrôle de l'incendie » ou bien « je peux le démarrer ».